Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur LCI pour cette édition spéciale qui se poursuit sur notre antenne. J'accueille le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire de l'ONU. Soyez le bienvenu, général. Laure Mondeville, grand reporter au Figaro. Vous avez été, je le rappelle, correspondante à Moscou et à Washington. Merci aussi de nous rejoindre. Gallagher Fenwick, notre confrère, grand reporter spécialiste de l'actualité internationale. Bonsoir Gallagher. Et Grégory Phillips, qui décidément ne quitte pas ce plateau, rédacteur en chef international de LCI. S'il faut résumer les 2-3 notions de cette journée, en tout cas peut-être la plus importante, Grégory, qu'est-ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs tout de suite ? Alors, en deux temps, d'abord réapparition du guide suprême Khamenei ce matin dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Le message aux Américains est clair, c'est je suis encore à Téhéran, je suis encore vivant, j'ai pas pris la fuite vers Moscou. Et puis deuxième information de la journée, au moins 2 explosions et un incendie dans 3 villes différentes, notamment dans le grand port du sud de l'Iran qui s'appelle Bandar Abbas, qui est à mon avis le lieu le plus chaud de la planète en ce moment en termes de tension internationale. Explosion accidentelle, gaz, intentionnel, tentative d'attentat contre un gardien de la Révolution. On est dans un flou total. Il y a autant de questions que de réponses, c'est ça ? Donc là, je vous pose les questions, puis on a un peu de temps pour y répondre. Non, mais voilà, en gros, les deux choses qu'on surveille aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous frappe ce soir, mon général ? Qu'est-ce qu'il faut retenir pour commencer cette émission ? Quitte à ce que ça soit des points d'interrogation, d'ailleurs. Oui, alors les points d'interrogation, c'est la volonté du président Trump, qui fait des allers-retours en permanence. Hier, il y avait la pression, puis d'un seul coup, les Iraniens veulent négocier, donc la pression retombe. Ça, c'est le premier point. Donc, le dispositif militaire se met en place. Il est déjà conséquent. Il sera encore plus conséquent. Et le deuxième, si je me calque uniquement sur les problèmes de l'offensive et non pas de la négociation, ces explosions posent question. Il y a 2 options. Soit c'est un accident, ça peut arriver. Enfin, 3 en même temps, 3 endroits différents, ça fait beaucoup. Ensuite, je le dis depuis le début, le ciblage, c'est essentiellement le Mossad qui va faire le ciblage. C'est-à-dire le Mossad est infiltré, sait où sont les gens. Les services israéliens. Voilà, les services israéliens. Et normalement, la bonne opération, c'est un peu ce qui s'est passé au Venezuela, tout se passe en même temps. Vous savez, on appuie sur le bouton et vous avez 15 objectifs. C'est un peu ce qui s'est passé avec le Hezbollah au sud Liban, où tous les responsables du Hezbollah ont été neutralisés en même temps. Maintenant, quand on ne peut pas... Ce sont des opérations invraisemblables à préparer. C'est extrêmement compliqué. Et quand on ne peut pas, on passe à l'option 2, c'est-à-dire chacun a sa cible. Quand vous êtes prêt, vous y allez, parce que de toute façon, l'opération, c'est dans les 48 heures, et ce sont les préalables d'une opération. C'est-à-dire que ça serait des responsables du port de Bandar Abbas qui étaient suivis, qui sont ciblés, et on a donné liberté d'action pour les neutraliser. Et donc, dans les trois attaques pourraient être de ce type-là. Et donc, pourraient être les préludes d'autres attaques. Voilà des hypothèses, j'ai aucune certitude. C'est les hypothèses parce que la neutralisation d'un certain nombre de responsables est importante. Et comment ça se passe ? Il y a des équipes, des agents qui sont chargés de suivre en permanence les gens et de dire, ça y est, moi c'est bon, je peux le neutraliser. Comme ça, c'est passé à Téhéran pour le responsable du Hamas, qui a été tué dans Téhéran. Il était suivi et à un moment, on a déclenché, on a donné le feu vert. Donc dans une opération très importante comme celle-là, il est possible qu'on ait déconnecté ces attaques, de les faire en préalable, avant l'opération principale, tout simplement parce qu'on saisit l'occasion de pouvoir neutraliser les personnes tant qu'ils sont dans le viseur, en quelque sorte. On est en train de décrire quand même une situation qui est absolument ahurissante, non ? Ahurissante. Dans les enjeux et dans les détails. L'enjeu est colossal, parce que c'est vrai que l'éventuel basculement de l'Iran, on ne sait pas encore dans quoi, mais changerait la carte du monde, en fait, les équilibres, quand on sait le rôle absolument central qu'a joué l'Iran pour organiser le Moyen-Orient, l'alliance avec la Russie et la Chine, s'il perdait cet allié absolument crucial au Moyen-Orient, etc., etc. Donc il y a des enjeux colossaux. Ce qui me frappe, moi, il y a 2 choses. La première, c'est l'omniprésence de Trump, d'abord dans
sur la scène du monde, c'est-à-dire cet homme que nous avions, beaucoup avaient décrit comme un isolationniste, est absolument d'un activisme effarant sur quasiment tous les points de la planète. Et aujourd'hui, on voit qu'il est omniprésent, par exemple, dans l'esprit des Iraniens. Je lisais le papier de ma consoeur Delphine Minoui, qui a vécu longtemps en Iran et qui a beaucoup de contacts là-bas, et qui racontait que, en réalité, les Iraniens aujourd'hui, absolument horrifiés par la situation d'impuissance dans laquelle ils se trouvent, en fait, en appellent à Trump et n'espèrent plus qu'en Trump. Ils ne savent pas du tout quel serait l'éventuel impact, finalement, de long terme d'une tentative de renversement du régime, mais ils l'espèrent. Ils en sont arrivés à un point où ils espèrent cette intervention américaine, venir à l'aide de peuples en danger, lui ont-ils dit. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et ça m'a rappelé, je dois vous dire aussi, le moment que nous vivons, qui est ce moment d'incertitude où on ne sait pas de quel côté ça va aller, quelle décision Trump va prendre, parce qu'effectivement, c'est une décision énorme et il a peur. Il y a le syndrome irakien qu'il a dans son esprit, et en même temps, curieusement, il y a cette idée un peu messianique très américaine, je pense, qu'il y a dans son esprit que je suis au fond le bon shérif, et il y a une tentation peut-être de donner le coup de pied ultime, d'y aller pour justement sauver l'Iran, etc. Donc je pense qu'il y a des considérations très cyniques, très réalpolitiques, mais il y a aussi tous ces éléments-là qui s'entrechoquent et qui sont dedans. Et ce qui est intéressant, c'est comment, à l'intérieur du régime, dans des moments révolutionnaires comme celui-là, on l'a vu, il y a peut-être, moi je ne suis pas spécialiste de l'Iran, mais ce que nous disent les experts, c'est qu'il y a une écrasante majorité des Iraniens aujourd'hui qui veulent l'effondrement de ce régime. Comment ça bascule un régime qui est au bord de la crise? Je me souviens de l'évolution de 89 que j'ai moi couverte, et que j'ai couverte aussi en 2004, etc. Je parle de l'Europe de l'Est, pas en Iran. Et c'est des moments où comment va se comporter l'armée? Qui peut basculer? Est-ce que le coup une espèce de poussée extérieure peut faire jouer, etc. Gallagher, qu'est-ce que vous avez envie de retenir ce soir au moment où nous démarrons cette émission? Je pense que peut-être que certaines des personnes qui se connectent et voient notre écran rouge se demandent pourquoi il l'est, et je pense que c'est ce moment assez suspendu où on a davantage de soupçons que l'on a d'informations qu'on peut vérifier et corroborer. L'Iran, c'est un pays qui fait 1 700 000 km², c'est un peu plus de 3 fois la superficie de la France. Donc, dans un pays de cette taille-là, voire plus petit, vous pouvez avoir 3 événements simultanés, concomitants, avec à Bandar Abbas une fuite de gaz dont les pompiers sur place, de ce que je lis, expliquent que c'est dû à un accident domestique, et puis pareillement dans un ou 2 autres sites. Oui, mais dans un moment aussi volatile et tendu, ces signaux peuvent être mal interprétés par l'appareil sécuritaire sur place, et qui peut, de manière préemptive ou préventive, déclencher quelque chose. Et c'est là et c'est pour ça qu'on a un écran qui est en rouge du côté de LCI, on est sur un baril de poudre et vous voyez ces étincelles, dont on ne connaît pas l'origine, mais qui peuvent déclencher quelque chose de colossal. Et c'est pour ça qu'on voit un grand ballet diplomatique en ce moment, si vous me permettez l'expression, s'organiser, avec les Iraniens, par le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui va à Istanbul parler aux Turcs, parce que Erdogan, le président, est très proche de Donald Trump. Et donc, quand il parle avec son homologue Hakan Fidan, ce dernier dit « on peut jouer les entremetteurs pour faire redescendre la température ». Pareillement, les Saoudiens, par leur ministre de la Défense, étaient à Washington cette semaine, avec une lecture de ce qui s'y est dit et ce qui s'est passé, qui est très controversée, puisqu'on a un journaliste, pour ne pas le citer, d'Axios, Barak Ravid, qui dit que, et je vais utiliser le conditionnel, il aurait dit à ses sénateurs et ses interlocuteurs américains, en fait, si vous n'agissez pas face à l'Iran, vous allez renforcer ce régime. Or, tout de suite derrière, les Saoudiens ont corrigé en disant « non, c'est pas du tout ce qu'on a dit, ces propos ont été mal compris ».
dernier interlocuteur, mais il y en a beaucoup d'autres, les Qatariens feraient partie des voisins de l'Iran qui auraient, toujours du conditionnel dans ma bouche, reçu des messages en provenance des Américains en leur disant « c'est pour ce week-end ». On a évidemment, nous, à LCI, vu ces fuites dans la presse, parce que, et on va peut-être en parler, cette armada, ça a un coût pour les États-Unis. Au bout d'un moment, vous ne pouvez pas juste la laisser flotter là, et donc, il y a tout cela. Et je termine juste sur le Qatar. En ce moment même, le ministre des Affaires étrangères du Qatar est en Iran. Pourquoi faire ? Quoi dire ? À qui ? Je ne le sais pas, mais ils font partie de ces nations entremetteuses dans encore une fois, ce moment de balai. Et c'est peut-être le message de la dernière chance pour le compte des Américains de dire, voilà, aux Iraniens, soit vous parvenez à un accord, soit la suite du programme commence déjà à être enclenchée. Nous allons partir immédiatement à Téhéran pour retrouver notre correspondant Siavosh Ghazi. Bonsoir Siavosh, pardonnez-moi. Que sait-on exactement en fait de ces explosions qui ont rythmé cette journée ? En fait, il y a 2 explosions selon les médias iraniens. Une première très tôt ce matin dans la ville d'Arvaz, dans une des banlieues de la ville d'Arvaz, qui a fait 5 morts dues à une fuite de gaz. Et ensuite, à la mi-journée, il y a eu donc cette explosion à Bandar Abbas, dans cet immeuble résidentiel de 8 étages. 2 étages ont été soufflés et le chef des pompiers de la ville a affirmé ce soir à la télévision qu'en fait, là aussi, c'était dû à une fuite de gaz. Et en plus, le bilan a été revu à la baisse. On parle désormais d'une fillette tuée dans l'explosion et de 14 blessés. Les gardiens de la Révolution ont démenti les informations publiées sur les réseaux sociaux faisant état de la mort du chef de la marine des gardiens de la Révolution, le général Tang Siri, en accusant un site qui est proche, selon eux, du Mossad israélien de mener une guerre psychologique alors que la situation est très tendue en Iran à cause du renforcement de la présence militaire américaine, mais aussi des menaces de frappe américaine contre le pays. Là, ça de la Révolution doivent mener demain et après-demain des manœuvres navales dans cette région, le détroit d'Ormuz, et a priori, donc le chef de la marine des gardiens de la Révolution doit apparaître à la télévision pour expliquer les objectifs donc de ces manœuvres. Selon des sites iraniens, l'objectif c'est de montrer que l'Iran ne peut pas être encerclé par les forces navales américaines, comme certains le disent selon un scénario donc d'encerclement. Donc on verra demain si le général Tang Siri apparaîtra à la télévision ou pas. On saura un peu plus sur son sort. Et puis cette situation intervient, toutes ces informations sur les réseaux sociaux, dans une situation de fébrilité extrême. Lorsque l'information a été donnée sur la mort de ce général, il y a eu beaucoup d'appels, beaucoup de messages qui ont été envoyés entre les Iraniens pour essayer de savoir ce qui s'est passé réellement, et puis pour montrer un peu cette situation de fébrilité et donc les démarches des autorités pour donner immédiatement des explications, pour expliquer que là c'était une fuite de gaz, là c'est l'incendie d'un champ de roseaux par exemple qui a provoqué une colonne de fumée noire à proximité de Téhéran. Cette situation de fébrilité, ce soir par exemple, le chef de l'aéroport international de Téhéran Alors, on a une rupture, ce qui arrive, ce qui va nous permettre de retrouver tout de suite Matteo Siavarino. Merci de nous rejoindre, Matteo. On vous retrouve pour faire le point sur ces fameuses explosions. Oui, puisqu'une première dépêche est tombée à 12h50. Nous apprenons qu'une explosion a eu lieu ici à Bandar Abbas. Vous le voyez, juste au-dessus du détroit d'Ormuz. C'est évidemment une zone hautement stratégique pour plusieurs raisons. La première, c'est pour le commerce mondial, puisque la plupart des navires passent ici. La deuxième, c'est parce que le déploiement des forces américaines navales se passe dans cette région, notamment avec le porte-avions Abraham Lincoln. L'information est ensuite confirmée par la télévision d'État. Nous parviennent ensuite ces images que vous voyez à l'écran. Cet immeuble soufflé, c'est un immeuble de 8 étages. 2 d'entre eux ont été, voire 3 même ici, ont été complètement soufflé. Le bilan provisoire s'élève pour l'instant, à l'heure où nous parlons, à 1 mort et 14 blessés selon un responsable local. Et la piste privilégiée, en tout cas par les pompiers, c'est la fuite de gaz. Des rumeurs
ont circulé et les gardiens de la révolution islamique, vous savez, le bras armé du pouvoir iranien, ont tenu à démentir 2 choses. La première, que le commandant des forces navales était décédé. La deuxième, que des immeubles, justement, de leurs forces navales aient été visés par ces frappes. Alors, une autre explosion a eu lieu quelques heures plus tard. Effectivement, plus de 1000 km au-dessus de Bandar Abbas, vous le voyez ici, à Ahvaz. Et ici également, c'est une explosion au gaz faisant 4 morts. Là, on est à côté, vous voyez, de la frontière irakienne. Alors là, ce n'est pas une explosion apparente, vous voyez, dans la banlieue de Téhéran, mais c'est un incendie d'origine, pour l'instant, inexpliqué. Le tout dans un contexte très abrasif. Israël a précisé qu'elle n'était pas impliquée dans ces explosions. Matteo Ciavarino, merci beaucoup pour toutes ces informations. Direction Dubaï maintenant, où nous attendent Xavier Giacomoni et Morgan Pope. Xavier, vous êtes face au détroit d'Ormuz, on le rappelle, un détroit au cœur de toutes les tensions. Oui, nous y avons passé toute la journée dans cette zone du détroit d'Ormuz, donc entre le golfe Persique et le golfe d'Oman. Détroit d'Ormuz dans lequel il y a la ville dont on parle tant, la ville de Bandar Abbas, le siège de la force maritime des gardiens de la Révolution, où il y a eu cette explosion dans cet immeuble. Explosion qui est pour le moment... on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais qui paraît extrêmement troublante dans les temps que nous passons actuellement, puisque, vous le savez, les gardiens de la Révolution ont annoncé devoir décréter demain 2 jours d'exercice dans le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas du tout anodin, c'est un détroit extrêmement fréquenté. Plus de 20% des hydrocarbures du monde y passent toute l'année. Il y a des pétroliers, d'ailleurs nous avons pu voir une 60aine de pétroliers et de gaziers sur la côte émiratienne qui attendaient de passer ce détroit. Un avis à la navigation a été publié par les gardiens de la Révolution demandant aux bateaux de faire attention pendant les exercices, à savoir, Yves, que ces exercices vont se dérouler juste au niveau nord du rail d'entrée dans le golfe Persique. Donc évidemment, il y a un danger évident pour la navigation. Sachant aussi qu'à 400-500 km de là, dans la mer d'Arabie, il y a tout le groupe aéronaval américain du porte-avions Abraham Lincoln, accompagné de ses 5 destroyers et avec tous ces avions qui pourraient, d'un instant à l'autre, si Donald Trump le décidait, intervenir pour frapper l'Iran. Donc une zone de très très haute tension. Et un interlocuteur ici à Dubaï me faisait remarquer que quand on regardait l'immeuble qui a été frappé à Bandar Abbas, et d'ailleurs je me suis fait la même remarque, j'ai vu exactement le même genre de frappe, vous savez, pendant la guerre entre Israël et le Liban, dans la ville de Tyr notamment, des immeubles où logeaient des hauts cadres, des commandants du Hezbollah avaient été frappés exactement de la même manière. On ne peut en tirer aucune conclusion, mais cela ne ressemble pas, d'après mes interlocuteurs ici à Dubaï, à une explosion due à une fuite de gaz. Xavier de Giacomoni et Morgan Pope en direct de Dubaï. En fait, ce qui est incroyable ce soir, c'est le nombre de fenêtres qui s'ouvrent avec des interrogations, et en fait, on ne voit pas vraiment ce qui se passe de l'autre côté. C'est-à-dire que, non, je suis désolé d'exprimer comme ça, mais on est quand même dans un climat de ce type. Oui, avec la question centrale, c'est celle que le général soulevait, c'est que va décider Trump. Là, vous avez tous ces signaux, mais en fait, ce qu'on veut savoir, c'est quelle est sa décision. Il a sans doute plusieurs options sur la table. Elles sont maintenant préparées par le Pentagone depuis plusieurs jours. L'armada, la magnifique armada, pour reprendre son expression, est positionnée. Maintenant, il faut qu'il décide ce qu'il va faire. C'est ça, en fait, le nœud central de toute cette histoire, avec effectivement ces signaux qui nous arrivent un peu de partout, et notamment ces 2 explosions et un incendie qui, évidemment, nous interrogent. Pourquoi ? Évidemment, le contexte de tension extrême, c'est l'un des endroits de la planète les plus tendus en ce moment. 2, le port de Bandar Abbas, c'est quand même un endroit stratégique où demain, Xavier le disait, il y a des exercices militaires qui seront menés par la marine iranienne à tir réel, nous ont-ils prévenus. Ça va durer 48 heures. Donc, ce qui se passe, cette explosion dont on ne connaît pas l'origine, intervient quand même juste la veille de ces exercices. Bien sûr. Et en plus, il y a cet anniversaire que la République islamique s'apprête à commémorer demain. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure l'ayatollah Ramenei, qui a participé à une cérémonie ce matin à Téhéran, l'anniversaire du retour de Khomeini en Iran, le 1er février 79. Donc vous avez des coïncidences à la fois géographiques et temporelles qui nous poussent à nous interroger et à essayer de trouver un maximum de réponses, tout en étant quand même dans un flou artistique assez total.
total. Juste parce que comme beaucoup de nos téléspectateurs se sont souvent posé ces questions, Monsieur Ramenei, c'est bien lui, il est bien vivant. Non, je suis désolé de poser des questions aussi. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, il publie ce message ce matin sur les réseaux sociaux en disant « Regardez, je suis au mausolée de l'imam Khomeini, mon prédécesseur ». C'est sur ses comptes sociaux, sur X, il le publie en farsi, en anglais, en français. Après, quand cette image a-t-elle été tournée ? J'en sais rien. D'où ma question. Elle est publiée ce matin. Est-ce qu'elle a été tournée ce matin ? Est-ce qu'elle a été tournée... Regardez, on le voit dans l'écran en haut, à droite, il est avec le fils de l'imam Khomeini. Et ils sont dans le mausolée de Khomeini, donc dans ce cimetière au sud de Téhéran. Ces images sont incroyables, d'ailleurs. Cette image est un message, évidemment, pour dire, je suis encore vivant. 2, je ne suis pas terré dans un bunker, mais je suis dans un endroit qui est très identifié à Téhéran. 3, je ne suis pas en fuite vers Moscou. Mais quand cette image a-t-elle été tournée, j'en sais rien. Bien sûr. Ce qui est terrible dans les incertitudes que nous avons aujourd'hui, c'est que tout, aujourd'hui, repose dans la main d'un président américain dont on ne sait pas s'il prend une décision aujourd'hui, le contraire dans 48 heures ou pas. Souvenez-vous qu'il y a 15 jours, il avait dit « Descendez dans la rue, l'aide arrive ». Donc on se dit, changement de régime, ça y est, c'est en voie. Et puis plus rien, pendant 15 jours, on compte les morts. Après, de nouveau, grosse pression. Hier soir, je m'en souviens parce que je sortais d'un plateau et on sort et on dit, ah ben non, ça y est, il a dit, les Iraniens veulent négocier. Alors que le ministre des Affaires étrangères venait de dire juste avant qu'il n'était pas question de négocier sur un certain nombre de points. Donc on se dit, bon ben, on attend. Là, ces éléments, ça peut être très bien, comme le dit Gallagher, un fuite de gaz. Maintenant, vous savez, dans le réseau de gaz iranien, vous mettez un pétard d'explosif de 250 grammes, vous faites péter l'immeuble. Donc c'est assez facile à monter comme attaque. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que les deux options sont possibles. Je ne sais pas du tout quelle est la bonne, mais dans la tension qu'il y a actuellement, avec en plus cet exercice qui est prévu demain, ce que j'ai trouvé l'intéressant, c'est qu'on annonce que le chef de la marine avait probablement été tué, puis tout de suite après on dit non, c'est pas vrai. Donc on verra demain, puisqu'il doit parler demain. S'il est là demain, l'affaire est réglée. Mais il y a toutes ces incertitudes qui sont normales dans une période de tension dans laquelle on ne sait pas ce que le chef a décidé vraiment et dans lequel tous les moyens sont en place pour faire basculer les choses. Mais comme vous le disiez, la bascule, comment ça se passe ? Est-ce que les Iraniens vont redescendre dans la rue après les 40 000 morts qu'ils ont eus ? On n'en sait rien du tout. Que va-t-il se passer vraiment ? Est-ce qu'il va y avoir une rupture au sein du dispositif des passes d'Aran, par exemple, avec des trahisons, des bascules, etc. On n'en sait strictement rien. Et nous, évidemment, on ne peut que échafauder des hypothèses, bien sûr, en attendant que la décision soit prise et que les choses se déroulent et que l'option 1, 2, 3, 4, comme je vous le disais hier, la bonne, la mauvaise, celle de l'école de guerre, se déroule. On n'en sait rien. Laure Mandeville. Oui, en fait, je dirais plusieurs choses pour prolonger votre réflexion. C'est que la première, c'est que Trump joue dans cette partie de l'acquis qu'il a depuis qu'il est sur la scène internationale, c'est-à-dire son premier mandat et son deuxième. C'est-à-dire qu'il n'est pas une page blanche. Et donc, il joue au fou, déjà. C'est-à-dire, c'est un des avantages. Il joue au fou, c'est la théorie. Vous vous souvenez, la théorie du fou de Richard Nixon, c'est-à-dire, je suis fou, donc ayez très peur. Oui, ayez très peur de moi, puisque je suis imprévisible. Parce que je suis imprévisible. Et donc ça, il en a joué avec le Nord-Coréen, il en a joué au Venezuela, il en a joué un peu partout. Et donc il continue, il utilise en fait cette imprévisibilité pour, je dirais, construire sa partie. Pour faire attente, je pense qu'aussi il est probablement pas prêt. Il fait venir ses troupes. Je pense qu'il a montré quand même avec l'affaire du Venezuela et celle de l'Iran qu'il est aussi non seulement le fou, mais l'homme qui est capable de passer à l'action. C'est-à-dire, en réalité, ce n'est pas seulement un beau parleur. C'est vrai qu'il avait été présenté comme le tacos des who chickens out, qui finalement a toujours peur. Vous savez, Trump, le taco, c'est celui qui recule. Mais on a vu qu'en plusieurs occasions, il n'a pas reculé. Non. La guerre des 12 jours, il lance une négociation avec les Iraniens, et au bout de 3 jours, il y a un bombardement absolument massif, écrasant, etc.
etc. Pareil pour le Venezuela, il y a une montée en puissance qui dure plusieurs mois, en réalité, 3 mois pendant lesquels tout le monde est un peu suspendu, à tel point que certains disent, mais en réalité, perdent patience, ne regardent plus tellement la situation, et tout d'un coup, on a ce coup de force, en fait, ce recours à la force. Et jusqu'à présent, c'est vrai que Trump, parce qu'il est tellement marqué par l'affaire de l'Irak, encore une fois, c'est quand il fait son élection en 2016, c'est une critique en règle, en fait, de cet enlisement à l'étranger, etc. Donc il se dit, il veut rester à distance, c'est-à-dire c'est où je m'arrête, c'est-à-dire je veux utiliser la force, mais je ne veux pas m'embourber, je ne veux pas emmener l'Amérique dans un conflit majeur avec troupes au sol, etc. Et donc je crois qu'il y a un dilemme, mais moi, ce que je vois aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à penser qu'il va intervenir. Et ce que je trouvais intéressant en venant, je regardais en fait un certain nombre de sondages, et j'ai vu à ma surprise que dans l'opinion publique américaine, vous avez une majorité d'Américains qui aujourd'hui sont contre une intervention en Iran, mais quand vous regardez les électeurs républicains de Trump, eux sont pour. Majoritairement. Il y a une majorité, en fait, d'électeurs républicains qui sont favorables. Alors peut-être c'est la vieille tradition américaine, justement, où on est les good boys, et donc là, on est face à un régime absolument ignoble. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on les aide, etc. Donc je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant. En fait, on s'interroge, par quoi est-il porté ? Et ce n'est pas facile de répondre à cette question. Alors déjà, je pense que bâtir un raisonnement sur l'idée que toutes les cartes sont entre les mains de Donald Trump, c'est une première erreur d'appréciation. C'est-à-dire que Donald Trump a envisagé des frappes contre l'Iran il y a peu de temps, une dizaine de jours, et il ne les a pas fait, précisément parce qu'on est gentiment venu toquer à sa porte et faire chauffer son téléphone pour lui expliquer que c'était probablement un peu plus compliqué que ça. Par ailleurs, si vous vous mettez à la place de ce régime et au vu de ce qu'on croit comprendre des dernières déclarations de Donald Trump, le calcul peut être le suivant, à savoir qu'en réalité, eux aussi veulent une opération américaine parce que celle-ci serait moins coûteuse pour le régime que ce que Donald Trump exige actuellement par la négociation du régime. Il faut rappeler que pour l'instant, il demande 3 choses. Oui. Et avant de vous les donner, je note au passage qu'il n'y a rien sur les manifestants, il n'y a rien sur le changement de régime. Oui. Il veut la fin de tout enrichissement nucléaire. Or, la question de l'enrichissement, elle est matricielle pour ce régime. Donc, c'est-à-dire qu'il ne veut même pas, dans le civil, vous avez le droit d'enrichir jusqu'à 3%, il veut 0 enrichissement. Et j'imagine que dans les détails, mais je ne pense pas que Donald Trump se penche sur les détails, il y a l'idée de faire sortir une partie de l'uranium enrichi, sinon tout, à des seuils jusqu'à 60, voire au-delà. Pourquoi pas vers la Russie. Ce qui nécessite d'aller le chercher, cet uranium enrichi, sachant qu'une partie du stock est probablement à des dizaines de mètres sous les décombres à Fordo, Natanz et Ispahan. Deuxième chose, sur le programme balistique, il veut une réduction drastique de l'arsenal et une limitation de la portée des munitions à disposition de l'Iran. Et enfin, il veut la fin des subventions à ce qu'on appelle en mauvais français les proxys, donc les forces mandataires de la région, Hamas à Gaza, Hezbollah au Liban, la Syrie, Assad est parti, mais les milices pro-iraniennes, donc Hashd al-Shaabi et tout ça, en Irak, jusqu'aux Houthis, si on continue le croissant, jusqu'au Yémen. Et ça, ce sont des choses qui sont inacceptables pour ce régime. C'est pour ça qu'Abbas Araghchi, quand il sort, il dit « nous, on veut bien discuter, mais je cite, sur des bases justes et équitables », ce qui est une manière à peine codée de dire non à ces bases-là. Par ailleurs, et ça a été dit par Laure Mandeville, Donald Trump, il aime l'intervention, pas l'invasion. Une vaste majorité des Américains n'aiment pas effectivement ce régime, mais ne veulent pas d'intervention. Parce que la réalité qui est très simple, combien d'Américains les Iraniens ont-ils tués ces dernières années ? 0. Oui. D'accord ? Combien d'Américains sont tués, par exemple, par le fentanyl chaque année ? 70 000 en moyenne. Le problème des Américains aujourd'hui, c'est pas l'Iran. Donc c'est très difficile de vendre ça au public américain, surtout vu l'investissement que ça représente. Et j'en termine par là, les risques
potentiel. Parce que sur le papier, la force militaire américaine, elle est colossale et écrasante. Mais la guerre, ça se déroule rarement comme ce qu'on avait prévu sur le papier. Les Américains dans cette région sont bien placés pour le savoir. On part tout de suite aux États-Unis, justement. On va la retrouver, Pierre Barbin, pardonnez-moi. Bonsoir, Pierre. Quelles sont les réactions et que dit-on ce soir, justement, aux États-Unis ? Alors les médias évoquent bien évidemment ce qu'il se passe en Iran. On est en fin de matinée, début d'après-midi aussi ici aux États-Unis. Donc je le disais, c'est bien évidemment évoqué dans les médias américains, même si ce n'est pas à la une des sites internet. Il n'y a pas en revanche de réaction officielle de la part de la Maison-Blanche et de la part de Donald Trump, qui est malgré tout très actif sur ses réseaux sociaux et notamment son compte Truth Social. Il y a encore quelques minutes, il a tweeté à plusieurs reprises, notamment en mettant en avant un sondage qui lui est favorable, mais sur les questions nationales et sur les questions migratoires. Mais pour l'instant, pas un mot de la part de Donald Trump sur ce qu'il se passe en Iran. Il y a une réaction non officielle, disons les choses ainsi, de la part d'un responsable américain sous couvert d'anonymat qui explique en fait à CNN que ce qu'il s'est passé en Iran et notamment à Bandar Abbas n'est pas lié à une opération militaire américaine. De son côté, je le disais, Donald Trump reste silencieux, mais il faudra suivre avec attention ce qu'il se passe de son côté dans les minutes et les heures qui suivent. Son agenda officiel est assez léger en ce samedi ici aux États-Unis. Il n'y a une seule ligne. C'est un repas prévu ce soir dans la ville de Washington avec un gratin très sélectionné. Mais voilà ce que l'on sait pour le moment de son agenda. On sait aussi qu'il partira en Floride à l'issue de ce repas. Peut-être donc qu'il prendra la parole à ce moment-là et peut-être qu'il y aura une réaction d'ici là de la part du président américain. Pierre Barbin en direct des États-Unis. Juste une question, parce que quand le président des États-Unis envoie des SMS ou des messages, ils sont combien ? C'est combien de personnes qui préparent qui préparent ces interventions qui ont lieu toute la journée parce qu'il a autre chose à faire. Donc Alors, je pense que certains sont faits personnellement par Donald Trump et on reconnaît le style. Et je me souviens que pendant le premier mandat, il y avait aussi une petite équipe qui s'était emparée de ce style, tout en majuscules, etc. Qui tweetait à l'époque, maintenant sur Truth Social, à la manière du président. Juste pour compléter sur ce que disait Pierre, notre envoyé spécial, il y a eu une avalanche de messages depuis quelques minutes sur Truth Social. Il y en a un, alors ce n'est pas Trump qui l'écrit, mais il retweet un message dans lequel il est notifié. Donc c'est le 47e président des États-Unis qui retweet ce message d'un Américain qui dit « Les gardiens de la Révolution, pardonnez-moi pour le terme, se chient dessus ». Et le président retweet ce message. Donc il y a un message consacré à l'Iran, c'est un retweet d'un internaute. Juste deux choses, Yves, pour rebondir sur ce que disait Laure à l'instant sur le côté imprévisible de Trump sur la scène géopolitique, mais aussi sur ses réseaux sociaux. Il y a cette citation qu'on aime bien citer, c'était une interview, je crois, au Wall Street Journal, où on lui demande est-ce que vous pensez, alors c'est un autre dossier, que Xi Jinping va envahir Taïwan. Et il répond non, mais pourquoi, comment vous en êtes sûr? He knows I'm fucking crazy. Il sait que je suis complètement fou, donc il va pas le faire. Complètement fou, comprenez, imprévisible. Je suis capable de tout. Je suis capable de tout, il ne connaît pas ma réaction. Donc évidemment, Trump joue là-dessus dans les relations internationales et aussi sur le dossier iranien. Je pense que Ramenei, qu'on a vu ce matin, ne sait pas ce que Trump va pouvoir décider. Est-ce qu'il va déclencher le feu ou pas? Est-ce que finalement il va se contenter de... Nous non plus, remarquez. D'une gesticulation maritime dans le golfe Persique, personne ne le sait. Et il joue sur cette incertitude, ce brouillard de la guerre qu'il arrive à créer à travers ses déclarations parfois très contradictoires, quasiment d'une heure sur l'autre. J'ose pas imaginer ce que doivent vivre aussi les militaires qu'il conseille ou qui sont autour de lui. Oui, qu'ils soient proches ou pas. Je pense que l'incertitude fait partie de la stratégie, vous avez parfaitement raison, mais l'incertitude pour les autres. Alors les militaires, vous savez, les militaires... Ils ont des réactions simples. On leur demande de préparer une opération, ils préparent l'opération. Le feu vert, c'est pas eux qui le donnent, c'est le président qui va le donner, et ils vont leur dire voilà, Monsieur le Président, on a tant de chances de réussir, tant de chances, voilà les risques qu'on va courir, et c'est le président qui va dire je prends le risque ou je prends pas le risque. Et là, I'm fucking crazy, ça rentre là-dedans. C'est-à-dire que ça rentre là-dedans. Entendre le général dire ça. Vous m'aviez pas habitué à ça. Mais ça rentre là-dedans. D'un seul coup, il dit
cette incertitude, moi, je suis capable de prendre ce risque. Il ne le pensait pas. Il pensait que je ne prendrais jamais de risque. Eh ben si, I'm fucking crazy, je vais prendre ce risque. Donc, faites attention, vous y prenez plaisir. Ouais, non, mais j'ai un peu travaillé avec les Américains. J'entends bien. Savez, je connais. Ah, oui. Et donc, ça veut dire que les militaires, eux, ils sont dans leur planification, dans leur préparation. Ils s'assurent que tout est protégé pour que le porte-avions ne soit pas touché par un drone, par un machin, etc. Ils s'assurent de leur sécurité, de leurs éléments. Ils recueillent les renseignements qui, à droite, à gauche, leur disent « ça y est, le gars, là, on l'a ciblé, on passe à autre chose », ou bien « non, on l'a raté parce qu'il n'était pas là ». C'est ça. Ils sont dans la machine qui tourne, mais c'est pour ça que je disais que le président Trump a la clé. C'est pas politique, hein, c'est militaire. C'est le chef, le commandant en chef, comme disent les Américains, et c'est lui qui va pouvoir dire on y va ou on n'y va pas. Et dans le cas précédent, juste avant le Venezuela, c'est lui qui a appuyé sur le bouton en disant on y va parce qu'on lui a dit tous les éléments sont en place et on va vous réussir ça. Le problème, c'est qu'après ce grand succès, parce que techniquement c'est un grand succès, c'est compliqué, hein, parce que là ça va pas du tout du même tonneau, hein. Ça va être beaucoup plus compliqué, et là je pense que le pourcentage d'incertitude ou de risque est bien plus important, et donc sa prise de risque est considérable, et il doit prendre en compte bien sûr l'environnement du Golfe, Mohammed Ben Salman, etc. Posons des pourcentages. Ouais. La dernière fois c'était quoi, du 80-20 ? Et là, on est dans du 60-40. Enfin, je sais pas. Écoutez, là, honnêtement... Non, je suis désolé, mais parce que vous nous emmenez sur cette piste. Non, mais parce que le pourcentage, c'est quoi ? C'est sur, je le dis, je me répète toujours, l'effet final recherché. Qu'est-ce que vous voulez ? Casser le nucléaire, changer le régime, aider, c'est ça la clé. Si vous n'avez pas ça, vous avez peut-être 100% sur le nucléaire, et 40% sur le changement de régime, j'en sais rien. Ça c'est très important ce que vous dites, parce qu'en fait les buts de guerre, enfin s'il y a une guerre, ça va forcément définir l'opération militaire qui va être déclenchée. Si c'est juste aller, pardonnez-moi l'expression, taper encore un petit coup sur le nucléaire, bon voilà, ils savent faire, ils l'ont déjà fait en juin. Si c'est décapiter le régime, c'est une autre affaire. Si c'est aller juste détruire les missiles balistiques, c'est une autre opération. Si c'est les trois buts réunis, on est sur une autre ampleur. Et pour l'instant, on est encore là-dessus, dans l'incertitude. C'est-à-dire que lui n'est pas clair sur l'effet à obtenir. Il le fait peut-être exprès, hein. Et il a intérêt d'ailleurs à le faire exprès. Parce que évidemment le dispositif de défense des Iraniens n'est pas le même. Mais il a intérêt à maintenir cette incertitude, donc qui, nous, augmente notre incertitude sur ce qu'il veut faire et quels moyens il va mettre en place pour le faire. On va partir en Israël dans un instant, mais non, vous vouliez intervenir et Non, mais très rapidement, un terme que les leaders dans ce genre de situation emploient, et c'est bien normal, ils veulent, je cite, quelque chose de décisif. Or, quand Donald Trump, verbalise cette exigence, elle s'oppose quand même à des réalités, à savoir que pour un pays qui fait plus de 3 fois la superficie de la France, faire quelque chose de décisif, ça doit s'inscrire dans une durée. Or, pour toutes les raisons qui ont précédemment été exposées, il y a une immense réticence par rapport à ça. Je veux dire, plus votre temps d'exposition sur un théâtre d'opération il est long, et plus la quantité de risques augmente. Or, et ça a été dit par le général, vous ne pouvez pas prendre le calque Venezuela et le plaquer sur l'Iran. C'est vraiment une toute autre affaire. Autre chose, et je pense qu'il est quand même bon de le rappeler, Donald Trump, dans ce sur quoi il souhaite négocier, il y a le nucléaire. Or, on a dit, quelqu'un a dit il y a quelques secondes, le nucléaire, ils savent faire. Mais je croyais que ça avait été, je cite, oblitéré en juin dernier. Donc vous avez beau avoir des B2 et des GBU-57 qui sont les plus grandes bombes conventionnelles au monde et en larguer 12 ou 14 sur 2 sites et 30 Tomahawk sur un 3e site, ça ne fonctionne pas. Et c'est aussi ça la ligne, parce que une chose dont on n'a pas parlé jusqu'ici, c'est que si les États-Unis font cela, ça contrevient totalement au droit international, d'accord ? Avec un résultat au final qui me paraît quand même très incertain, et la possibilité d'un résultat très contre-productif qui est aussi à mettre dans la balance. Donc le calcul pour Donald Trump est très très loin d'être aussi simple qu'on pourrait le penser au vu de la taille de cette armada. Avant de vous donner la parole, Laure Mandeville, on va vite aller faire un tour à Tel Aviv pour retrouver Nicolas Rouget. Est-on inquiet ce soir, Nicolas, en Israël ?
Bien sûr, ça fait la une des journaux, ces incidents qui se sont passés sur le territoire iranien un peu plus tôt aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'évidemment, le niveau d'alerte est maximal ici depuis plus de 2 semaines maintenant, non seulement au niveau de l'armée, en particulier au niveau de l'armée de l'air et aussi du renseignement aérien. On entend les drones israéliens dans les airs sur le nord du pays en particulier, mais aussi dans la population, évidemment, un niveau d'alerte dans la population qui se prépare non seulement à peut-être une confrontation avec l'Iran et des bombes qui viendraient jusque dans le centre de Tel Aviv. Les officiels iraniens l'ont dit en cas d'attaque américaine, mais aussi une guerre qui pourrait durer longtemps. On avait vu une guerre de 12 jours au mois de juin qui avait été assez un succès d'un certain côté pour le gouvernement Netanyahou. Ici, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre si le régime est vraiment sur la fin. Est-ce que Israël pourrait, alors les officiels iraniens l'ont dit, Israël pourrait être oblitéré. Évidemment, énormément d'inquiétudes du côté des Israéliens, malgré les succès que le gouvernement Netanyahou acclame depuis ces 2 dernières années. Nicolas Rouget, en direct d'Israël. Comment vous percevez la situation ce soir, notamment aussi pour les voisins et notamment pour la population israélienne? Oui, alors ça, oui, ça c'est je voulais juste finir sur ce que disait. Je vous en prie. Gallagher, je pense que le problème, c'est que bien sûr que Trump ne va pas nous dire quels sont ses buts de guerre, parce que comme vous l'avez dit, il faut qu'il garde le maximum de cartes en main, et c'est ça qui brouille les cartes pour son adversaire. Donc il a d'ailleurs toujours dit, je me souviens dès 2015-2016, quand il était en campagne, il accusait toujours ses prédécesseurs de tout dire, de tout raconter. Il disait Obama passe son temps en conférence de presse à donner tous ses états d'âme. Est-ce que je dois aller en Syrie? Est-ce que je dois pas y aller? Pourquoi j'y vais pas? Pourquoi j'y vais, etc. Et donc, bien sûr que de ce point de vue-là, il veut maintenir un secret. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que il faut bien voir qu'au fond, il y a une séquence en 2 temps. Il y a ce qui s'est passé en juin, où il y a cette volonté, en réalité, d'apporter un soutien à Israël pour véritablement faire exploser tous ces bras armés du régime iranien qui terrorisait le Moyen-Orient avec le Hezbollah, le Hamas, etc. Mais et il y avait la question du nucléaire. Mais au fond, Trump a été lui aussi rattrapé par l'acteur qu'est le peuple iranien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne peut pas, au fond, ne pas prendre en compte en fait cet acteur. C'est-à-dire que ils ont toujours caressé. Et c'est une vieille histoire pour les Américains. L'Iran, c'est quand même, il y a une revanche à prendre pour l'Amérique sur l'Iran. C'est quelque chose qui est marqué. La prise d'otage, ça pèse dans l'imaginaire. Donc, je pense que pour les Américains, si le régime tombait, ça serait un plus énorme pour Trump s'il s'en sortait, s'il arrivait à faire émerger une solution qui n'embourbe pas l'Amérique. Mais c'est bien sûr tout le problème. Mais je crois que aujourd'hui, ça fait partie maintenant de son calcul, qu'il le veuille ou non. C'est-à-dire que comme on est proche, comme la fin du régime approche, c'est ce que disent tous les experts qui ont vu la délégitimation de ce régime, qui aujourd'hui est profondément rejeté, a fait des choses horribles, vient de tuer des dizaines de milliers de personnes qui manifestaient, et donc Trump, en réalité, est rattrapé par cette question-là, et lui, qui pourtant se présente, comme toute son équipe, comme quelqu'un qui n'est pas du tout dans la morale politique, mais dans la réelle politique, est en réalité également rattrapé par cette question du régime, et qui est aussi une question morale. Alors, j'accueille le général Michel Yakovlev qui nous rejoint, ancien vice-chef d'état-major de l'OTAN. Prenez place, soyez le bienvenu. Vous vouliez intervenir? Non, très rapidement. La raison pour laquelle je dis que sa situation, et j'enfonce une porte ouverte en disant, elle n'est pas si simple, celle du président des États-Unis, c'est qu'au vu de la dimension des moyens engagés, il y a presque une obligation de production. Et donc de production d'un résultat qui soit décisif. Sur quel sujet? Je ne sais pas. Vous voulez dire que ces magnifiques images, je suis désolé de le présenter comme ça, mais elles sont présentes dans la tête de tous ceux qui regardent la télévision, qui s'intéressent à l'actualité. Voilà. Donc, quand commence le film? Oui, et il faut que la mauvaise télé-réalité, il faut que la production, elle soit proportionnelle, encore une fois, à la quantité matérielle et humaine de moyens engagés. C'est-à-dire que s'il sort de là en disant, vous savez quoi, parce que la dernière fois, comment est-ce qu'il s'en est sorti? C'était quoi la volte-face? J'ai fait, je cite, annuler 837 exécutions. Donc personne sur place n'a entendu parler. Donc cette ficelle-là, c'est pour ça que je parle de mauvaise télé-réalité, je ne sais pas s'il y a de la bonne télé-réalité. Pas de foi. Il l'a déjà joué. Donc là, il a donné ses critères, Donald Trump. Il peut avoir des critères cachés. Alors lesquels? Je ne pense pas que ce soit le commerce
commerce de la pistache ou du safran. Mais une fois que vous mettez de côté le nucléaire, la répression, les proxys, l'arsenal balistique, et sachant qu'il n'a pas parlé de la répression, ça ne fait plus partie de son langage. Ça faisait partie de son langage jusqu'à il y a une dizaine de jours. Il n'y a plus de manifestations en Iran depuis le 13 janvier. D'accord ? Plus personne ne sort. Ils ont noyé ça dans le sang. Et donc aujourd'hui, Donald Trump est peut-être, et c'est là qu'on en revient en Venezuela, en se disant, je ne vais pas faire de regime change, mais je vais fortement, par une campagne de frappe, 48, 72 heures, je ne sais pas moi, faire comprendre à ce régime qu'il faut qu'il change d'attitude. Est-ce que ça permet de négocier une sortie du guide suprême remplacé par un commandant des gardiens de la révolution islamique, son fils Mojtaba, ou une autre figure, je n'en sais rien, sachant, et ça c'est Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui l'a dit au Sénat cette semaine, quand la question lui est posée de savoir si ce régime change, qu'est-ce qui se passe, et là Marco Rubio dit c'est une question très complexe, on ne le sait pas. Donc je pense que tout ça, pour Donald Trump qui est sur sa petite voiturette de golf c'est pas... Demain il va au golf. Bon, pardon, alors, il n'est pas encore sur la voiturette, mais il compte y aller. Mais oui, ce qui fait que l'équation, encore une fois, elle est très très complexe. Général Yakovlev, est-ce que le président des États-Unis se serait dans une situation effectivement particulièrement délicate ? C'est mon impression, parce que je vois pas... Je demande à être démenti sur ce coup-là, mais je ne vois pas un régime change ou quelque chose comme ça avec 3 jours de frappe. Il ne faut pas oublier la Serbie. Quand l'OTAN a bombardé la Serbie, ça a duré 3 mois et demi. La Serbie, autrement plus petite, si j'ose dire, que l'Iran, avec une population, c'était beaucoup plus une démocratie que l'Iran. Donc l'opinion, Milosevic, il en tenait compte. Et il a fallu 3 mois et quelques de bombardements pour les amener à récipiscence quand même. Donc là, je vois pas. Et ce système militaire américain, il a beau être impressionnant, quand il va bombarder pendant, vous disiez 48 heures, 72 heures, ok. Et puis les gars en face diront même pas mal. On remet une louche. 1 semaine après, 2 semaines après, 3 semaines après, l'opinion publique, entre autres américaine, va dire mais on va où là avec ce sketch ? Iran-Irak, c'est 8 ans de guerre. Et ça marche pas. En plus de ça, il y a un moment où ils auront plus de munitions, parce qu'ils auront plus de munitions intelligentes, si j'ose dire. Ils n'ont pas un stock pour 2 mois de bombardement sur des milliers de cibles. Ça, c'est pas vrai. Et il y a une dernière question, c'est toujours, et c'est pour ça que les spécialistes des États-Unis, j'adore les croiser, y compris en dehors des plateaux. Il y a une chose qui m'étonne, c'est que Trump parle de guerre. We're going to do war on Iran. La déclaration de guerre, c'est le Congrès. C'est le Congrès. Il n'y a pas un républicain qui lui a rappelé ses obligations constitutionnelles. Quelques frappes chez les Américains, c'est pas une déclaration de guerre. Chez les Français, si, mais chez les Américains, non. Donc, ce qu'on appelle une frappe de démonstration ou de riposte, c'est pas la guerre pour eux. Bon. Ok, admettons. Mais une campagne entretenue, les gars vont lui dire, mais il y a un moment où il faut que ça cesse. Il y a un moment où peut-être des républicains se souviendront de la Constitution des États-Unis sur laquelle ils ont prêté serment. Pardonnez-moi, on n'en débat pas du tout. C'est pour ça qu'on n'en est pas là d'ailleurs. Pour l'instant, ils pourraient se baser, comme ils se sont tous basés pour faire des opérations militaires. Il ne faut pas oublier qu'ils sont tous allés bombarder, faire des opérations militaires sans vote du Congrès, en utilisant la fameuse résolution qui date de la guerre d'Irak. Le Obama, Bush, Trump lui-même pour aller en Syrie, etc. Mais ça pas, je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas laissé des très bons souvenirs. Ensuite, il déclenche des frappes contre l'Iran, et donc vous avez raison, et vous l'avez dit. Il l'a fait d'ailleurs déjà. En contournant le Congrès. Et l'autre chose, c'est que je repose cette question. Quelle menace l'Iran fait peser sur les États-Unis, sur les Américains qui sont aux États-Unis, qui sont à des milliers de kilomètres de là. C'est-à-dire qu'il va falloir expliquer ça. Parce que la séquence de juin dernier, c'est raconté comme ça par de nombreux journalistes, les Israéliens qui montrent aux États-Unis ce qu'ils sont capables de faire contre l'Iran, qui était, je cite, ça c'est les mots des Saoudiens, la tête de la pieuvre. Et Donald Trump, voyant ce qui est décrit comme un feu d'artifice, se dit « mais j'ai envie de faire partie de ça, moi ». Et donc Donald Trump vient se caler dans la roue des Israéliens. Et à l'époque, les cibles, je rappelle que c'est le programme nucléaire et les militaires, pas le clergé. Ici, maintenant, on est sur autre chose. C'est-à-dire que les Américains sont devant,
les Israéliens, peut-être derrière, il y a une ambiguïté stratégique de ce point de vue-là. Et sur la banque de cibles, là, c'est l'espèce de flou stratégique, artistique, mettez le mot que vous souhaitez. Général Trinquant, je trouve que c'est assez convaincant ce que disent tous les deux. Et justement, c'est pour ça qu'on en revient à l'idée, pourquoi il monte si haut, pourquoi il est monté si haut, pourquoi il est parti si loin. Et donc là, on en revient. Comment il s'est piégé, peut-être. Oui, il a trop confiance en lui. Sûrement, il s'est piégé. Ouais. Et en sa parole. Mais quand même, ça me ramène à l'idée qu'il y a un élément messianique qui demeure. C'est-à-dire, ce qui est fascinant, c'est qu'on partait avec un président, encore une fois, qu'on présentait comme quelqu'un qui allait être isolationniste ou qui allait être très égoïste, qui allait se replier sur un unilatéralisme. On le disait encore il y a un mois, il y a quelques semaines, sur son continent, etc. Et là, on le voit repartir. Donc je pense qu'il reste cette espèce d'injonction personnelle de tous les Américains sur le fait qu'il reste le gendarme. Il se pense encore comme le shérif. Un shérif aléatoire, un shérif égoïste, mais un shérif tout de même. Général Trinquant. Oui, non, mais je pense qu'effectivement, comme on le dit tous, il s'est pris à son propre piège. Il avance en disant ça va pousser les Iraniens à négocier. Les Iraniens ne négocient pas. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'ai pas gagné la négociation, qu'est-ce que je fais ? Donc il est pris à son propre piège. Juste un petit point. Vous vous rendez compte de l'inconséquence qu'on est en train de décrire sur l'homme. C'est pas la première fois. J'entends bien, mais sur l'homme qu'on présente toujours comme étant le plus puissant au monde. Ouais. Mais alors, l'homme le plus puissant au monde. J'évoque pas son âge, parce que moi je suis désolé, c'est une question tabou dont on parle jamais. Non, mais vous avez raison. Peut-être va-t-il très bien, mais enfin, on a un homme très âgé à la tête d'un pays qui est en guerre. Enfin, il n'a pas attendu d'être vieux pour être malade. Il y a juste deux points sur lesquels je voudrais revenir. Sur sa capacité d'aller au-delà du Congrès, je crois qu'il s'en fout pas mal. Lui, il prend la température auprès des gens, il voit, etc. Et le Congrès ne bougera pas. Le deuxième point sur le trafic de drogue, c'est un sujet intéressant parce que vous vous souvenez que pour le Venezuela, il l'avait mis très en avant. Absolument. Or, la drogue qui tue aux États-Unis, que vous avez eu raison de citer, elle vient d'où ? Les précurseurs viennent de Chine, trafiqués en Iran, transportés par le Hezbollah, qui, au Venezuela, récupère cette drogue et la fait aller vers les États-Unis. Parce que nous, quand on parlait de drogue, c'est la cocaïne. En Europe, c'est plutôt la cocaïne, donc c'est la Colombie, donc le Venezuela, on comprenait. Mais le Venezuela, pour cette drogue-là, on ne comprend pas bien. Eh bien si, c'est l'implication du Hezbollah au Venezuela qui transfère cette drogue. Et ça n'a pas été du tout pris. Parce que le premier coup sur la drogue au Venezuela, tout le monde a compris au bout d'un moment, on disait arrête Coco, on a compris, c'est le pétrole, c'est pas la drogue qui nous intéresse. Donc là, ça faisait un peu lourd, mais ça fait partie des sujets. Le poids vis-à-vis de l'Iran, des États-Unis, alors je vais pas revenir sur la prise d'otages, mais il y a quand même toute une série. Elle est encore présente, bien sûr. Mais bien sûr, et l'attentat à Beyrouth, il y a toute une série qui a tué des Américains. Oui. En Irak, les milices chiites qui ont tué des Américains. Pareil. Donc il y a tout ce poids qui est derrière. Mais pour en revenir simplement à la question qu'on se pose tous aujourd'hui, je crois qu'il s'est mis dans un piège en se disant je vais faire céder le régime, que le régime ne cède pas, et donc maintenant qu'est-ce que je fais ? Et là, j'en reviens à mon ciblage. Eh ben, où est-ce que je vais ? Le nucléaire, les passes d'Aran, le régime, on regarde un peu tout ça et on regarde ce qu'on est capable de faire avec les moyens dont on dispose. Et comme vous me posiez la question, j'en parle de mon camarade Yakovlev, les militaires, eux, ils préparent les options. Point. Ils préparent les options et ils disent, Monsieur le Président, là, vous avez 40% de chance de rater votre coup. Là, vous allez avoir, on va vous dire X militaires américains tués dans cette opération ou pas, et voilà. Et après, il prendra le commandant-in-chief. Il s'est fait élire comme commandant-in-chief. Est-ce qu'il aura le culot de prendre ces risques ? On retrouve Pierre Giacomoni en direct de Dubaï pour les toutes dernières informations. Pierre. Oui, écoutez, c'est dans le détroit d'Ormuz, effectivement, que les choses s'accélèrent avec ce bombardement, cette explosion, en tout cas, à Bandar Abbas, sur un immeuble de plusieurs étages, dont 3 d'entre eux ont été totalement soufflés. Un détroit d'Ormuz qui est sous très très haute surveillance. Depuis ce matin, nous avons vu décoller depuis Bahreïn un Boeing P-8 Poséidon, un avion d'observation extrêmement puissant des forces aériennes américaines, un avion
bourré d'électronique qui a fait des tours et des tours toute la journée au-dessus de ce détroit d'Ormuz. Au nord, il y a donc l'Iran, au sud, le sultanat d'Oman, et puis légèrement en dessous, les Émirats arabes unis. Un détroit par où transite plus de 20% du pétrole mondial. Il y a aussi du gaz naturel liquéfié, un endroit extrêmement stratégique, d'autant plus qu'à moins de 400 km de là, il y a le groupe aéronaval Abraham Lincoln avec ses F-35 furtifs, ses F-18, ses avions de guerre électronique qui n'attendent que le signal de Donald Trump pour intervenir, pour aller frapper l'Iran. Et signe que la tension est montée vraiment d'un cran aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz, une soixantaine de pétroliers et de gaziers étaient au mouillage au large des côtes du sultanat d'Oman, attendant le moment pour passer, puisque les gardiens de la Révolution, en prévision des exercices qu'ils vont mener à partir de demain matin, ont averti la navigation pourrait être difficile dans le détroit.